Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Guillaume Delacroix, directeur juridique d'Altarea, groupe de gestion immobilière. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Agathe. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast et merci beaucoup de m'accueillir dans vos beaux locaux. Guillaume, vous êtes directeur juridique d'Altarea. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et évidemment du groupe dans lequel vous exercez aujourd'hui ? Avec plaisir. Alors, je ne vais pas être très long sur mon parcours, mais je travaille en fait en tant que juriste depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé dans une belle maison qui s'appelle Bouygues. Bouygues Construction, où en fait je suis resté un peu plus d'une dizaine d'années en occupant différents postes, aussi bien à l'étranger qu'en France. Okay. Et j'ai rejoint le groupe Altarea en 2016. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, à peu près 5 ans. Et j'occupe les fonctions de directeur juridique depuis 2020. Donc Altarea, c'est un groupe immobilier, c'est un des principaux acteurs de l'immobilier en France, qui a la particularité d'être à la fois une foncière centrée sur les centres commerciaux. En gros, c'est un patrimoine d'à peu près 4 milliards d'actifs. Et en même temps, nous sommes un promoteur immobilier qui intervient sur tout type d'actifs, donc aussi bien des logements, des bureaux, des commerces, de la logistique, des hôtels. Donc on couvre toute la palette finalement de l'immobilier et on fait des opérations qui peuvent aller d'une dizaine de millions d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros, donc une grosse diversité des opérations. Ok, et vos clients sont à la fois des particuliers B2B, et des... B2C. Okay. Dans l'activité foncière, en fait, nos clients, en fait, on a plusieurs types de clients parce que nos clients principaux sont nos locataires. Donc, c'est toutes les enseignes que vous trouverez dans les centres commerciaux lorsque vous allez faire du shopping. Et en réalité, on a un deuxième client qui est vous, moi et voilà, l'ensemble des visiteurs qui viennent faire leurs courses dans nos centres commerciaux. On les considère également comme des clients, même si on n'a pas de relation contractuelle au sens juridique avec eux. Après, dans la partie promotion, nos clients, ça peut être des acquéreurs particuliers qui vont acheter un appartement chez Cogedim ou chez Pitch, qui sont nos deux principales marques de promotion immobilière, mais également des investisseurs. Et on a également un partenariat étroit avec des collectivités locales. Et d'une certaine manière, on peut les considérer aussi comme des clients. D'accord, très bien. Et alors vous, en tant que directeur juridique, vous intervenez sur un peu tous les aspects du droit. Enfin, qu'est-ce qui constitue le cœur de votre activité ? Le cœur de l'activité, naturellement, c'est le droit immobilier. Mais en réalité, le droit immobilier, c'est large. Parce que ça va du droit à l'urbanisme, droit à la construction, droit à l'environnement, droit à la consommation, parce que quand je vends un appartement à Madame Michu, je peux avoir des problématiques de droit de la consommation. Quand je vends un appartement, je vais faire des campagnes de marketing, des campagnes de communication, donc je peux avoir aussi à traiter ce type de problématiques. Je vais lever des financements, donc je vais faire du droit financier, je vais créer des sociétés, des partenariats, donc je vais faire du corporate. On a besoin d'outils numériques, donc on traite également des contrats informatiques. On a un certain nombre de marques qu'on protège, donc on fait du droit des marques. Voilà, donc c'est très varié, droit des baux commerciaux pour l'activité foncière. Donc ce qui est finalement la principale richesse de notre activité, c'est qu'elle est extrêmement variée. Moi, je suppose que pour intervenir sur tous ces domaines, vous avez une équipe avec vous ? Alors, l'équipe juridique, c'est environ 25 personnes. Ok. Je vous parle en fait de l'équipe Altarea Cogedim, sachant que le groupe a également racheté d'autres sociétés, notamment Pitch Promotion, qui dispose également d'une direction juridique d'une petite dizaine de personnes. Et dans votre équipe, c'est 25 personnes, donc chacun va être dédié à un pôle spécifique. J'ai organisé, effectivement, l'équipe est organisée par pôle. Il y a un pôle promotion immobilière, un pôle foncière, pour schématiser. Et après, j'ai un pôle aussi que j'ai appelé droit des affaires, qui va faire les contrats informatiques, le droit des marques, les partenariats, tout ce qui n'est pas à proprement parler immobilier. Pour vous, quelle est
dire le rôle et l'objectif d'une direction juridique, du département juridique au sein d'une entreprise. Quelle est sa place? Alors pour moi, sa place, elle est centrale, évidemment. Non, sa place, c'est à la fois, alors c'est un peu des tartes à la crème, mais à la fois de sécuriser les engagements du groupe, a fortiori lorsqu'on est une société cotée, où on a en plus des risques juridiques, des risques réputationnels qui sont importants et qui sont souvent liés à des risques juridiques. Donc sécuriser les engagements du groupe tout en accompagnant le business, le développement. Et donc, on est là aussi pour trouver des solutions, comme évidemment tout à chacun, mais souvent, on est là pour rassurer certains opérationnels qui se font tout un monde parfois de la complexité juridique dans laquelle on évolue, et on est là justement pour les accompagner, les rassurer, leur dire non, non, mais là, il y a potentiellement une façon de faire qui est beaucoup moins compliquée que ce que tu imagines, et donc on participe aussi à lever certains blocages. Ok. Donc, rassurer, finalement, ça passe par simplifier aussi ce que vous disiez, Simplifier, le droit. traduire. C'est-à-dire que ce que je demande à l'ensemble des juristes, c'est surtout parler le même langage que nos clients internes. Donc ça peut faire chic d'utiliser des locutions latines ou de faire référence à la jurisprudence du Conseil d'État depuis 1912, mais un développeur ou un directeur de programme chez nous, il s'en fiche un peu. Ce dont il a besoin, c'est qu'on lui apporte une solution concrète à son problème, et donc il faut parler le même langage que lui. Ça commence, voilà, ça commence comme ça notre collaboration. Cette différence de langage, justement, est-ce que ce ne serait pas une des principale distinction, je dirais, entre un juriste et un avocat, c'est-à-dire pas même tous. Non, pas tous heureusement, mais oui, ça peut comment dire, ça peut constituer une des différences, et en réalité je pense que les deux métiers sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que l'avocat nous fasse l'histoire de jurisprudence du Conseil d'État depuis 1912 pour permettre aux juristes de bien comprendre le raisonnement et comprendre comment on arrive à une solution. Aux juristes ensuite de synthétiser, de traduire et surtout d'en tirer des conclusions. Et c'est peut-être la deuxième différence entre un avocat et un juriste, et qui pour moi est essentielle, c'est que l'avocat conseille, le juriste décide. Alors il ne décide pas tout seul, il a une direction générale, voilà, il intervient dans un système dans lequel il y a des pouvoirs de décision qui sont répartis entre différents organes, mais en tout cas, la principale différence, c'est que à la fin, celui qui décide, c'est le client, donc c'est le juriste. Ok. Vous parliez de traduire, donc vous, ouais, un peu comme un interprète du propos des avocats ce ou serait un peu intermédiaire. Réducteur. Non, bien mais sûr. ce serait un peu réducteur, mais déjà, c'est bien reformuler la question que se pose l'opérationnel. Et ça passe par justement un travail, ce que j'appelle traduction, c'est-à-dire voilà, reformuler. Alors quand on va s'adresser à un avocat, reformuler en des termes juridiques la question posée par un opérationnel qui va souvent utiliser des termes non juridiques ou alors des termes juridiques mais impropres. Donc c'est déjà de bien reformuler la question et pour ensuite, si on a besoin d'aller consulter, aller consulter le bon avocat et lui poser la bonne question. Et puis ensuite, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une consultation d'avocat qui fait 15 pages, pouvoir en retranscrire finalement l'essentiel dans des termes qui vont être facilement intelligibles. Puisque, par exemple, si je réponds à une question qui me pose un développeur, j'oublie pas que le développeur, il a un boss. Et donc, il faut que lui-même puisse ensuite finalement répondre à la question que va lui poser son boss. Et donc, ça me fait penser au jeu auquel on jouait quand on était petit. Je crois que ça s'appelle le téléphone arabe. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut que dans toute la chaîne de prise de décision, il faut que le message passe clairement et qu'il n'y ait pas de malentendu parce qu'on aurait mal formulé la question ou plutôt mal formulé la réponse. Donc, vous attendez pas spécialement des avocats, mais c'est très intéressant. Ma question peut paraître orientée dans la manière dont je la pose, mais vous attendez pas des avocats qui aient directement ce langage opérationnel? Alors, comment dire, je vais faire une réponse de Normand. Ce qui parfois m'agace un peu, c'est les avocats un peu précieux qui vont en faire un peu des tonnes.
inutilement. En revanche, ce qui va m'agacer aussi, c'est un avocat qui va justement oublier qu'il s'adresse à un juriste ou qu'il est lui-même juriste et qui va directement à la conclusion sans détailler le raisonnement et sans expliquer sur quoi il se base. Est-ce que c'est uniquement sa propre conviction? Est-ce qu'il se repose sur une jurisprudence, un texte? Parfois, on ne sait pas. Et ça, je trouve ça particulièrement agaçant. Oui, donc il faut un juste milieu Enfin, un juste milieu, exactement. Démontrer quand même ses connaissances, ses compétences d'expertise juridique évidemment, mais en étant un petit peu adapté au langage opérationnel tout de même, quoi. C'est ça, en fait, c'est faire preuve de pédagogie. En fait, c'est que, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le raisonnement juridique et comment on est arrivé à la conclusion. Mais après, voilà, en faire des tonnes et des tonnes pour me montrer qu'on a bien travaillé et qu'on est super fort, ça m'intéresse moyennement. On cherche quand même une efficacité. J'entends bien. Vous me disiez tout à l'heure, l'avocat conseille et le juriste décide, grosso modo. Quel niveau de conseil, justement, vous attendez d'un avocat ? C'est une question piège. Non, pas du tout. Non, est-ce que vous attendez qu'il vous expose 4 solutions possibles et qu'il vous laisse toute latitude pour décider justement laquelle est la meilleure, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait déjà quand même une petite prise de position? Généralement, faut qu'il m'oriente un peu parce que sinon, je considère qu'il a fait que la moitié du boulot. Mais après, ce que j'aime bien, c'est surtout avoir un échange. Et parfois, j'aime bien aussi, entre guillemets, les pousser dans leur retranchement. Vous me dites que cette solution n'est pas possible, mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de pousser pour être certain qu'on est bien allé au bout de la question et ensuite pouvoir décider entre guillemets en ayant vraiment fait le tour du problème. Très bien. Si on revient un petit peu à du concret, entre guillemets, aujourd'hui, en tant que directeur juridique, à quel point vous faites appel à des avocats ? Est-ce que vous faites appel à des avocats aussi régulièrement en fonction des différents domaines là, dans lesquels vous intervenez ? Alors, on fait beaucoup appel à des avocats. On est, je pense, un gros client. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que compte tenu de notre volume d'activité, c'est à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, et la nature de nos activités, parce qu'en fait l'immobilier est un domaine très juridique, tout est juridique dans l'immobilier, donc on a d'énormes besoins juridiques et une équipe relativement petite, même si on est en gros dans le groupe, on est une trentaine de juristes à faire de l'immobilier, ça reste relativement faible compte tenu du volume de dossiers à traiter. Donc on externalise un certain nombre de dossiers. La deuxième raison, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, on couvre un nombre de domaines du droit ou de branches du droit assez large, qui va aller du droit de l'environnement au contrat informatique. Donc on voit bien que c'est difficile de tout savoir sur tout, sur des domaines aussi variés. Donc on a besoin aussi d'expertise. Et donc on essaye justement d'aller chercher l'expertise là où elle se trouve, et c'est souvent chez les cabinets d'avocats. Et enfin, la troisième raison, c'est que sur un certain nombre d'opérations, il y a des enjeux qui sont colossaux. En termes, en tout cas, si on parle en euros, on peut faire des opérations à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est toujours confortable de se dire qu'on n'est pas tout seul on n'est pas le seul responsable, et parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, avoir un autre regard, et ça, c'est quand même très, très rassurant de pouvoir se reposer sur soit l'analyse d'un conseil, soit même si on parle de contrat, une relecture d'un contrat par un avocat qui a son expérience, sa façon de voir les choses peut être très enrichissante et peut venir en complément de ce que nous on aurait pu interpréter ou identifier comme risque. Ok. Et sur ces avocats, est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes ? Est-ce que vous êtes à l'écoute ou friand de découvrir des nouvelles structures ? À quel point Alors, on est fidèle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'avocats historiques qui travaillent avec le groupe depuis un certain nombre d'années, et je considère que la fidélité est plutôt une qualité qu'un défaut, donc on a comme volonté de poursuivre finalement ces collaborations qui présentent d'ailleurs un certain nombre d'avantages.
Le fait que l'avocat nous connaisse extrêmement bien, parfois, il a comment dire, il gagne du temps parce qu'il sait directement comment on va réfléchir et où on veut aller. Donc ça peut être un vrai avantage. Et par ailleurs, notamment sur certains contentieux, c'est souvent l'avocat qui est le dernier à avoir la mémoire du dossier, puisque avec la lenteur de la justice, moi j'ai un certain nombre de contentieux qui ont été initiés il y a plus de 10 ans, et il y a plus grand monde dans la boîte qui se souvient du dossier. Et donc là aussi, ça peut être assez utile d'avoir des avocats avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui sont capables d'avoir cette mémoire des dossiers. Après, comment dire, il y a deux choses qui m'ennuient avec ça. C'est que d'une part, les avocats qui travaillent depuis très longtemps avec le groupe, finalement, ils finissent par avoir le même âge que le groupe. Et donc, à un moment se pose la question du départ à la retraite de ces avocats. Et donc, il faut anticiper la suite. Là, j'ai un cas en tête où effectivement il s'agissait d'initier un contentieux, et cet avocat avec lequel on travaille depuis longtemps m'a dit de toute façon moi je pars l'année prochaine, et d'un commun accord on s'est dit non, c'est pas toi qui vas le suivre parce que c'est un contentieux qui va durer, et donc j'ai pas envie d'avoir ensuite à changer de conseil en cours de route. Et donc là j'essaye d'anticiper l'avenir aussi, de me dire il faut qu'on puisse assurer la relève. Donc ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que, comme disait ma grand-mère, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc je trouve ça aussi assez sain d'avoir plusieurs avocats qui vont défendre nos intérêts. Et puis au gré des rencontres, au gré des dossiers, parfois on rencontre de nouveaux avocats, on se dit tiens, celui-là est pas mal, ou celle-là est intéressante. Et donc c'est parfois souvent le fruit d'une rencontre. Plutôt sur un dossier que dans un cocktail. Mais ça aussi, c'est souvent l'occasion de démarrer des nouvelles collaborations et d'enrichir notre panel d'avocats, sachant que pour des questions de bonne gestion de la direction juridique, j'ai pas envie d'avoir 200 avocats qui travaillent pour le groupe. Okay. Donc, en même temps, il m'en faut un certain nombre, mais pas trop non plus, parce que sinon ça devient compliqué à gérer. Je pense qu'un avocat qui aurait uniquement un dossier chez nous, c'est pas intéressant. Il faut qu'il ait un volume d'affaires suffisant pour qu'on ait déjà qu'on puisse nouer une relation partenariale, qu'on puisse aussi avoir des tarifs d'ailleurs qui reflètent ce partenariat, et puis qu'on soit dans une relation de confiance et d'habitude de travail qui nous fait gagner du temps et aussi de l'efficacité. Donc, du coup, vous estimez bosser avec combien d'avocats à peu près ? C'est compliqué parce pas 250, pas 250, mais pas loin quand même. Même si j'essaye de rationaliser ça un peu, mais c'est aussi lié au fait qu'on est présent dans toutes les grandes villes de France et que j'aime bien travailler en circuit court et consommer local. Donc si je peux faire travailler des avocats locaux, je préfère. Ok. Et justement, ces avocats, donc qu'ils soient locaux dans les autres villes de France ou les avocats parisiens avec lesquels vous travaillez, comment vous les choisissez ? Alors, il y a les historiques. Il y a les historiques. Il y a ceux que j'ai pu rencontrer dans ma carrière professionnelle, que ce soit chez Bouygues ou même chez Altaria à l'occasion d'un dossier. Donc, on les choisit avant tout pour leurs compétences, sachant qu'on cherche souvent des experts. Donc, on va chercher... d'abord, par exemple, je prends un exemple sur le droit de l'environnement. Moi, je vais identifier quels sont les 10 avocats en France qui sont reconnus pour leurs compétences en droit de l'environnement. Et comment vous les identifiez ? Alors ça peut être via tout simplement les classements, même si, et j'ai lu votre étude, et à laquelle je souscris totalement, ces classements sont souvent bidons, mais ça donne quand même un indicateur, c'est le réseau. C'est-à-dire que j'ai un réseau de directeurs juridiques ou de juristes auquel je peux faire appel. Tiens, je cherche quelqu'un de droit de l'environnement, qui est-ce que tu me conseillerais ? Un réseau formel ou le réseau pro que vous êtes construit au fur et à mesure ? Il y a un réseau formel puisque je fais partie de l'association Juridim, qui est une association en fait, qui regroupe tous les directeurs et responsables juridiques immobiliers, donc c'est une association assez importante. Et puis il y a mon réseau informel qui fonctionne bien aussi. Parfois, je peux aussi utiliser mon réseau d'avocats. Donc, je cherche quelqu'un en droit de l'environnement, je vais voir un avocat avec lequel je travaille qui fait du droit des baux commerciaux, et je lui demande, tiens, tu connaîtrais pas un bon avocat en droit de l'environnement. Et puis après, on donne un premier dossier, puis on teste. Alors évidemment, le premier dossier que je vais donner, c'est souvent pas le dossier le plus compliqué ou avec les enjeux les plus importants, parce que
je préfère commencer sur des dossiers un peu plus, dont les enjeux sont un peu plus modestes pour ensuite me faire aussi un peu mon idée de la façon dont on va travailler ensemble. Parce qu'il y a la compétence qui est essentielle, mais après il y a le feeling. Il faut, et ça c'est très difficile à qualifier, mais il faut qu'on ait un bon feeling. Il faut qu'on ait plaisir à travailler ensemble. Lorsque vous avez votre premier rendez-vous avec un nouvel avocat avec qui potentiellement vous pouvez être amené à travailler, qu'est-ce qui va être potentiellement rédhibitoire? Vous allez vous dire à l'issue du rendez-vous, ok, non, lui, je vais pas bosser avec lui, c'est pas possible. Et à contrario, qu'est-ce qui va vachement vous convaincre? Alors, j'ai rarement eu le cas. Je me suis souvent fait la réflexion quand j'ai croisé des avocats sur des dossiers qui étaient en face de moi et qui étaient odieux, qui étaient arrogants, voilà. Et là, je me suis dit, toi, jamais tu travailleras pour moi. Et je m'y tiens. Donc voilà, ça c'est un message aussi qu'on peut passer, c'est toujours respecter, finalement même on peut être l'un en face de l'autre sur un dossier, mais toujours respecter en fait la contrepartie, la partie en face et ne jamais les prendre de haut ou être désagréable, ça sert à rien et surtout pour un avocat ça peut faire perdre des clients. Et ensuite là où parfois j'ai eu des doutes, c'est quand j'ai senti que l'avocat qui était en face de moi bluffait. C'est-à-dire que je lui pose des questions, parfois je connais la réponse, mais c'est aussi je teste un peu, hein, c'est normal. Et parfois j'ai senti que voilà, les réponses n'étaient pas forcément celles que j'attendais, ou en tout cas ça manquait un peu de matière. Et plutôt que me dire, bah, écoutez, là moi ça je sais pas, et en revanche je vais m'y regarder, ou j'ai un associé ou un collaborateur qui pourra regarder, enfin voilà, ça c'est le genre de réponse que je peux comprendre, ou que je peux tout à fait respecter. En revanche, celui qui va bluffer, ça ne va pas m'inspirer confiance. Oui, et ça arrive. une bonne guerre. Et lorsque vous apprêtez alors déjà vos avocats anciens, on va dire, donc c'est avec lesquels vous travaillez depuis longtemps. C'est plutôt des gros cabinets, des grosses structures, des petites structures? Des petites structures. Okay. De façon générale, on travaille majoritairement avec des petites structures. C'est historique et c'est aussi un choix de ma part. Okay. Pour plusieurs raisons. D'abord une raison financière, toute simple, c'est que ça coûte moins cher pour le client. Et puis en termes de qualité du service rendu, ce que j'ai pu constater en travaillant avec des grosses structures, alors je ne vais pas faire de généralité parce que ce serait idiot, mais parfois, quand on travaille avec une grosse structure, donc on va voir tel associé, on est très content parce qu'on a une star à nos côtés, et en réalité, la star, elle n'est pas souvent là, et on a souvent un collaborateur plus ou moins jeune. J'ai rien contre les collaborateurs, et c'est tout à fait normal qu'ils se forment aux côtés de leur associé, mais c'est un peu dommage parfois de voir l'associé que lors du premier rendez-vous et éventuellement lors du closing. Donc ça, ça manque un peu de suivi de la part de l'associé qu'on va chercher. Et donc c'est pour ça que dans les petites structures, on est souvent en direct avec l'associé et c'est lui qui va suivre le dossier de A à Z. Parfois aussi épaulé qu'un collaborateur, mais voilà, c'est plus conforme à ce qu'on attend. Donc le nom, on va dire, du cabinet importe peu. Et c'est plutôt l'avocat en lui-même. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Non, mais en fait, je réfléchissais parce que sur certains dossiers, notamment des très grosses opérations sur lesquelles on sait qu'on va avoir à fournir, à produire énormément, c'est plutôt dans le domaine contractuel, mais à produire un volume immense en très peu de temps, un petit cabinet ne peut pas le faire, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Alors c'est là où un gros cabinet peut être intéressant, puisqu'ils arrivent et là ils peuvent mettre 5 collaborateurs sur notre dossier, travailler la moitié de la nuit, et voilà, ils sont capables de fournir ce service-là, ce que n'est pas capable de fournir un petit cabinet. Donc c'est la raison pour laquelle on est parfois amené à travailler avec des grosses boutiques, mais c'est plus parce qu'elles offrent ce service que d'autres ne peuvent pas offrir. Très bien. Et vous me parliez de feeling, de manière de travailler, etc. Qu'est-ce qui est pour vous constitutif d'un bon feeling C'est difficile encore une fois, c'est difficile à qualifier, mais alors il ne faut pas confondre feeling et copinage. Et à la limite, même le copinage va plutôt me freiner. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Quand je parle de feeling, c'est simplement avoir une discussion fluide. J'aime bien qu'on puisse avoir un échange avec l'avocat
et parfois confronter nos points de vue et voilà, me sentir légitime, que ce soit le directeur juridique ou que ce soit un juriste, mais se sentir légitime à discuter avec l'avocat notamment de sa consultation lorsqu'il en a fait une, et sans avoir un rapport de, entre guillemets, je suis le sachant et puis je vais vous expliquer comment ça marche. Et vous parlez de copinage, qu'est-ce qui constitue du copinage pour vous? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Il y a parfois moi j'étais parfois surpris, certains qui sont assez vite deviennent familiers comme si on était des vieux amis, et alors que non, c'est pas le cas. Moi je suis pas super vieux, donc j'ai aucun problème à tutoyer rapidement, j'ai aucun problème à avoir une sorte de simplicité dans nos échanges, mais de là à avoir des familiarités, je trouve que c'est pas forcément très sain. Et puis ça peut être des invitations un peu trop. Alors c'est très sympa de nous inviter des choses, mais parfois ça peut être un peu oppressant de être invité à déjeuner tous les 4 matins, invité à Roland-Garros, invité. Voilà, c'est dur d'être invité à Roland-Garros. Non mais c'est dur. Non mais je vais pas. Non mais parfois c'est gênant en fait. Parce que je veux jamais me sentir redevable. En fait, donc ça permet aussi de nouer ça peut être important pour nouer une relation. Hein. Je ne vais pas du tout dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas m'inviter. Mais voilà, faut le faire avec modération, parce que sinon je trouve que ça biaise un peu la relation et qu'on a un peu l'impression qu'on se fait acheter, ce qui est pas un bon message. Alors pour vous, un avocat qui voudrait travailler avec vous ou avec qui vous avez déjà travaillé, admettons, sur un dossier et qui voudrait justement un peu maintenir le lien pour que vous fassiez de nouveaux appels à lui, etc. Donc pas trop d'invites à Roland-Garros. Non mais encore une fois, malheureusement j'ai pas trop le temps d'y aller. Mais quelles sont les techniques faut rester simple. Et en fait justement, je trouve que parfois, alors ça dépend. Un avocat avec lequel on va beaucoup travailler et qui m'invite à Roland-Garros, ça va pas me choquer. En tout cas, j'ai trouvé ça très gentil. Un avocat avec lequel j'ai quasiment jamais travaillé de ma vie, ou qui va tout de suite m'inviter à Roland-Garros ou dans un super resto, je vais me dire que c'est un peu en décalage avec. Et donc là, ça fait un peu du rentre-dedans, ou du. Mais donc à la limite, cet avocat, il vaut mieux qu'il vous sollicite pour un rendez-vous. Je préfère, parce que ça m'est arrivé, certains qui sont venus, est-ce que je peux venir vous présenter, voilà ce qu'on sait faire. Et je les ai reçus au bureau et on a passé 1 heure et c'était très enrichissant. Parfois, je les ai fait travailler ensuite. Mais voilà, il n'y a pas besoin de m'inviter à déjeuner pour que je bosse avec eux. Ouais. Et à la limite, je préfère ça, parce qu'au moins, on va parler de droit, de ce qu'ils proposent, et ensuite, on va commencer à travailler ensemble. Et puis, si ça se passe bien et qu'on a envie de déjeuner ensemble, je le ferai avec grand plaisir. Ok, très clair. Donc là, on a parlé un peu de feeling, de copinage. Vous mentionnez aussi la manière de travailler. Est-ce qu'il y a des choses dans la manière de travailler, peut-être dans la communication avec l'avocat sur les différents dossiers, etc., qui sont primordiales pour vous? Oui. Oui. Oui, non, mais c'est le b.a.-ba, hein, c'est transparence déjà. Transparence à la fois sur les honoraires. Transparence aussi parce que nous, notre fonctionnement, que je trouve très bien d'ailleurs, mais souvent, donc, nous, on va initier la relation avec l'avocat, on va essayer de le mettre sur le dossier, etc. Mais on ne peut pas tout suivre, et donc, assez vite, sur un certain nombre de sujets, l'opérationnel va être en direct avec l'avocat. Et quand je parle de temps, j'aime bien, en revanche, c'est pas parce que je suis pas au rendez-vous qu'un juriste n'est pas au rendez-vous, mais j'aime bien avoir un moment, un petit compte rendu, de savoir voilà, comment ça se passe, et attention, il y a un point d'alerte. Et parfois, j'ai découvert, pas plus tard qu'hier, qu'on avait arbitré certains sujets sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord. Et là, dans ce cas-là, j'aime bien que l'avocat n'oublie pas que son client, c'est moi, c'est pas l'opérationnel. Et ça, c'est des choses que vous essayez de mettre au clair avec l'avocat au début de votre relation de travail, ou pour vous, ça devrait être naturel pour moi, ça devrait être naturel. C'est-à-dire que sur des sujets... je pense que l'avocat doit être capable de sentir s'il y a un sujet juridique ou pas, il y a un enjeu ou pas. Et dès lors qu'il y a un enjeu, il devrait se dire, bon, ok, l'opérationnel est prêt à accepter ça parce qu'en fait, il veut faire son opération, donc c'est légitime. Je pense qu'il y a un risque, et donc il me semble important d'en informer la direction juridique. Pour moi, ça devrait être naturel, mais malheureusement, tous ne le font pas. J'entends. Vous parliez de transparence, du coup.
sur les décisions, etc., ce qu'on vient d'aborder, et de transparence sur les honoraires. Oui. Vous entendez quoi par ça? Simplement, deux choses. Il y a encore, alors de moins en moins, mais il y a encore certains avocats qui envoient des factures sans détail. Donc c'est dossier X, je sais pas, 4 000 euros. Qu'est-ce qu'il a fait pour 4 000 euros? J'en sais rien. Donc ça va pas. Il y a sur certains dossiers dans lesquels enfin c'est principalement les gros dossiers, mais on a convenu d'un plafond, d'un forfait, enfin peu importe. Ça peut dépasser, enfin, on n'est pas totalement obtus. Si le dossier est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé, on peut tout à fait entendre qu'à un moment on rediscute des honoraires, mais je préfère qu'on en discute avant qu'après. Et ça m'arrivait trop souvent, après avoir clôturé un dossier, un avocat qui vient me voir et qui me dit finalement ça va pas coûter X, mais X fois 2. Et sans Et avoir ça, j'ai un peu prévenu, au sans fur et à avoir prévenu, mesure. donc là, et du coup c'est désagréable pour tout le monde. Et donc ça aussi je trouve ça dommage. Et l'avocat doit être capable à un moment d'estimer s'il y a une dérive ou pas du nombre d'heures et dire attends, là il y a un problème et voilà pourquoi il y a un problème parce que telle hypothèse a changé et on en discute. Mais on ne met pas devant le fait accompli, a posteriori. Ça, c'est pas agréable. Et globalement, vous préférez plutôt taux horaire, abonnement, forfait? Je suppose abonnement, typiquement, ça doit dépendre des avocats à qui vous faites appel. Oui, on a certains abonnements, on n'en a pas beaucoup. Je trouve que l'abonnement, c'est pas mal Ouais. pour ce qu'on appelle la hotline, c'est-à-dire une question simple. Problématique. Bon, je sais qu'un avocat spécialisé, il connaît la réponse par cœur, il n'a pas besoin de faire de recherche, il n'a pas besoin de vraiment beaucoup bosser pour me donner la réponse. Là, ça fait du sens d'avoir un abonnement. Sinon, on travaille beaucoup au taux horaire et parfois au forfait. Ok. Par expérience, le forfait, il est souvent dépassé, donc c'est pour ça que j'y attache moins d'importance. Et l'abonnement, du coup, l'abonnement hotline, ça va être des avocats avec qui vous bossez par ailleurs sur Oui. d'autres gros dossiers ou... Oui. Et du coup, pour autant, ça vous choque pas de leur verser un abonnement aussi pour cette hotline? Non, mais parce que la règle du jeu, et après ça se fait aussi parce qu'on se connaît et que du coup on est en confiance, donc on sait très bien qu'une question simple qui va demander 10-15 minutes peut-être de vérification avant de nous donner la réponse, mais ça rentre dans le forfait, enfin dans l'abonnement. En revanche, une question sur un dossier particulier qui nécessite vraiment un boulot de la part du conseil, c'est pas dans l'abonnement. La ligne de démarcation, elle est assez facile à identifier. Oui, Jusqu'à présent, ça nous a jamais Ouais. posé de problème. Non, mais c'est plutôt sur le fait que euh, parfois, moi, j'entends des avocats travailler régulièrement avec des entreprises sur des gros dossiers, mais aussi répondre souvent aux petites questions par-ci par-là. Ce à quoi je leur propose du coup de proposer un abonnement, ils me disent bah non, mais les petites questions par-ci par-là, C'est cadeau. ça, oui, Mais voilà. alors ça, oui, alors ça c'est vrai, ça peut arriver, mais il ne faut pas en abuser. Moi je suis gêné aussi d'abuser. Mais c'est vrai que ça m'arrive parfois d'appeler des avocats avec lesquels on travaille régulièrement. Dire tiens, là je me posais telle question, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'arrive souvent, mais alors j'essaye de varier, de ne pas appeler toujours le même, parce qu'à un moment je trouve que c'est plus très faire. Mais effectivement, c'est un truc qu'on fait aussi. Ok. Mais on essaye de ne pas abuser. Et votre réseau d'avocats, etc., euh, comment vous l'entretenez? Enfin, du coup, les avocats font en sorte de l'entretenir, ça Garros c'est et sûr, compagnie. mais est-ce que vous l'entretenez un petit peu aussi? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez vos avocats sur LinkedIn, vous voyez un peu leur actualité? Enfin, comment ça se... Non, alors je l'entretiens en donnant des dossiers. C'est-à-dire que j'essaye, justement, je disais tout à l'heure qu'on ne met pas tous les deux dans le même panier, donc j'essaye d'avoir pour une même matière un panel d'avocats que je fais tourner. Ça permet aussi parfois c'est parfois assez utile parce que je sais pas, un avocat en droit de l'urbanisme avec lequel on travaille régulièrement, il peut parfois se retrouver sur un dossier soit face à nous, soit à côté. Enfin, voilà, ça permet aussi de faciliter le business. Le fait de connaître une multitude d'avocats, de faire travailler une multitude d'avocats, ça peut être des portes d'entrée pour rentrer dans certains dossiers ou pour dénouer certains dossiers qui sont compliqués. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème sur un dossier. Je sais que mon avocat sur un autre dossier, mais travaille pour la personne avec laquelle j'ai un sujet. C'est plus facile de passer un coup de fil en disant tiens, tu veux pas nous aider à résoudre le problème, et généralement ça fonctionne assez bien. Très bien. Et lorsqu'on vous recommande un avocat,
Que ce soit du coup un autre juriste de votre réseau juridique par exemple, ou n'importe qui vous recommande un avocat. Est-ce que vous appelez directement cet avocat pour prendre rendez-vous avec lui? Est-ce que vous faites un peu vos recherches? Si oui, vous regardez quoi? Généralement, je regarde un peu son parcours. Euh, euh, je suis souvent, comment dire, enfin souvent quand on vient me voir en me disant tiens, j'aimerais bien te présenter un avocat, je joue le jeu, c'est-à-dire que enfin, soit je monte le rendez-vous, soit je donne mes coordonnées pour qu'on fixe le rendez-vous, je reçois l'avocat et après, selon qu'on a ou pas un feeling, ou en tout cas, je regarde aussi si enfin, ce qu'il propose, son expérience, etc., match avec nos besoins. C'est pas toujours le cas. Non, mais et dans la mesure, le cas de figure où c'est vous qui cherchez un avocat et qui allez demander à votre réseau? Alors, j'ai tendance à faire confiance à mon réseau, déjà, et puis après, parce que je disais tout à l'heure, un premier dossier, et puis on regarde comment ça fonctionne. Ok, donc pas de critères particuliers quand vous allez voir Non. un peu. Après, si je vais avoir un critère parcours, financier qui peut être dirimant, c'est-à-dire que si je vais me conseiller un avocat, mais qui va me facturer 600 euros de l'heure, ça va pas être possible. Donc là, ça peut être un critère pour le coup éliminatoire. Enfin, admettons vous rencontrez, je sais pas, deux, trois avocats pour une même prestation, c'est le prix qui va déterminer. Pas toujours. Non, pas toujours. Ça peut être. Alors parfois, ça tient un peu de choses, hein. Je lance 3 hameçons, c'est le premier qui mord. Donc c'est la réactivité, c'est-à-dire que l'avocat qui va me rappeler dans la journée ou celui qui va me rappeler 3 jours après, il y a plus de chances que celui qui m'a rappelé tout de suite ait le dossier. Parce que j'ai autre chose à faire que attendre et de passer des entretiens, des castings. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment ni le temps ni l'envie de faire ça. Des castings. Donc si le premier, non mais ouais, le premier avocat que je vais rencontrer, si je sens que ça peut marcher. Parce qu'on se comprend, parce qu'il a les compétences et qu'il est dans des tarifs qui me semblent normaux, je vais lui donner le dossier. Je vais pas essayer de mettre en concurrence avec 3 autres pour être sûr de choisir la bonne personne. Tant pis, je vais me lancer et on verra bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des attitudes que vous valorisez particulièrement, par exemple dans tout le panel d'avocats avec lesquels vous bossez? Est-ce que vous en avez deux, trois qui sortent du lot parce qu'ils font quelque chose en plus que les autres ne font pas et qui est valorisable pour vous? Alors je trouve que la plupart des cabinets le font maintenant, mais tous les cabinets qui nous diffusent de la veille juridique, c'est toujours utile et précieux. Il y a une newsletter? Alors ça dépend, ça peut être des newsletters, parfois c'est un simple email, voilà, j'attire son attention sur tel arrêt. Alors certains le font, mais avec 3 mois de retard, donc là ça me fait toujours rire, parce que je dis, mais en fait... on est au courant, on est passé à côté. Exactement. Donc ça aussi, il faut faire attention. Je pense que les avocats qui font des notes trimestrielles, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt parce que il y en a beaucoup qui le font sur un rythme trimestriel, mais en fait, l'info, elle est déjà largement digérée au moment où elle arrive. Il y a certains cabinets qui proposent des formations. Ça aussi, je trouve ça toujours intéressant de faire des formations sur les thèmes qu'on va choisir ensemble. Donc des cabinets qui viendraient faire des formations ici ou vous qui vous rendez dans les cabinets? Depuis maintenant, depuis le confinement, tout se passe au webinar, donc on organise régulièrement des webinars. En fait, j'en fais un par mois. Okay. Pas toujours avec des avocats, hein, parfois on les fait en interne, mais ça permet effectivement de connecter tous les collaborateurs du groupe, y compris ceux qui sont en région. Donc c'est assez sympa. Et on touche, du coup, généralement sur nos webinaires, il y a en moyenne 100 à 200 personnes connectées. Donc c'est aussi intéressant pour un avocat parce que non seulement, effectivement, ça permet de se faire connaître, mais ça permet aussi, je pense, lui de s'enrichir parce qu'à la fin de ces webinaires, il y a toujours on garde toujours un moment pour des questions-réponses. Et c'est souvent la partie la plus intéressante parce que c'est des questions vraiment qui viennent non pas de juristes mais qui viennent du terrain. Et donc je pense que, en tout cas moi c'est souvent des questions qui sont super pertinentes, qu'on ne s'est pas forcément posées en tant que juriste, et donc qui permettent d'enrichir notre connaissance. Est-ce que du coup ces webinaires, il y a toujours vous et une autre personne? Alors parfois je les fais tout seul, oui, okay. Parfois je les fais avec un avocat.
Mais c'est jamais l'avocat tout seul. C'est jamais l'avocat tout seul qui vient donner... Alors parfois c'est lui qui va parler 95% du temps. Moi, je suis juste là pour introduire, poser quelques questions, faire référence à deux trois dossiers, mais voilà. Et ça, vous le faites seulement avec des avocats avec lesquels vous travaillez par ailleurs ? Jusqu'à présent, oui. Et je l'ai fait récemment avec un avocat avec lequel on travaillait assez peu parce que j'étais moyennement convaincu. Et en réalité, pour être honnête, je regrette de l'avoir fait participer à ce webinaire parce que je trouve que ça fausse un peu le message. Okay. Parce que c'est pas forcément un avocat que j'ai envie de recommander, avec lequel j'ai envie de beaucoup travailler. Et c'est pas très cohérent en fait de faire intervenir. Donc à la réflexion, je pense que à l'avenir, je me limiterai à des avocats avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et avec lesquels j'ai envie de travailler. Ok. Et donc vous me disiez formation, contenu via des newsletters, etc. Donc vous rendez pas trop dans des cabinets pour des petits déj, d'actualité, des trucs comme ça? Non, moi je le fais assez peu. Là aussi, souvent, parce que je l'ai un peu fait quand même, souvent il y a toujours un temps de latence, mais c'est normal pour organiser ces petits déj, etc. Donc en fait, le thème qui va être abordé, souvent il a déjà été vu et revu. En revanche, moi je suis assez accro, faut pas que ce soit mal interprété, mais j'utilise beaucoup LinkedIn par exemple pour suivre justement, pour faire de la veille juridique. Et tout ce que les profs de droit, les avocats, les notaires, etc. publient sur LinkedIn, je le lis avec intérêt et c'est souvent une information immédiate. Et c'est souvent très intéressant. Donc ça aussi, les avocats qui publient sur LinkedIn, je trouve que c'est un bon moyen pour eux de se faire connaître. Donc ça peut être un élément qui pourrait être, vous convaincre peut-être à travailler avec un avocat. Vous pouvez. Je l'ai jamais fait. Je crois que je l'ai fait une fois, mais ça m'arrive donc de lire régulièrement les avocats que je ne connais pas sur LinkedIn, mais je trouve que la veille juridique qu'ils font ou les analyses qu'ils font sont super intéressantes et ça me donne envie de les appeler pour dire j'aimerais bien travailler avec vous parce que je vous lis beaucoup et je trouve que c'est bien. Et si eux vous appelaient pour vous dire j'aimerais bien travailler avec vous, grosso modo, en tout cas, ce serait Non, mais je le ferai avec. En tout cas, on fera au moins un premier rendez-vous avec plaisir parce que au contraire, je trouve ça assez pertinent. Et justement, cette information sur LinkedIn, vous aimez quoi comme forme? Vous attendez plutôt à des liens vers des gros articles ou à contrario des petits posts qui vous donnent le contenu Court parce que souvent je lis ça dans le métro, je lis ça entre deux portes, donc il faut que ce soit court et en même temps il ne faut pas que ce soit, c'est ça qui est, l'exercice est difficile, il faut que ça présente un intérêt parce que c'est juste pour me rappeler qu'il y a une réforme mais sans en parler. Je suis au courant qu'il y a une réforme des contrats spéciaux par exemple, mais ce qui est intéressant c'est de donner un peu envie d'en savoir plus. Oui, donc les impacts opérationnels des nouvelles réglementations, par exemple, etc. Par exemple, la veille jurisprudentielle, parce que c'est, en tout cas dans l'immobilier, ça bouge beaucoup. Donc c'est vraiment très important de se maintenir en veille permanente. Et moi, je trouve que c'est très utile de suivre certains cabinets qui font de la veille jurisprudentielle assez poussée. Donc ça, je les encourage à le faire. Et c'est pas forcément, pas forcément des analyses de 15 pages sur un arrêt de la Cour de cassation. Parfois, c'est très court, mais on comprend tout de suite cet arrêt est important et pourquoi. Oui, à la limite, les analyses de 15 pages, vous n'auriez pas le temps de les lire de toute façon. Non, mais ce qui m'intéresse en revanche, c'est pourquoi est-ce que cet avocat a décidé de parler de cet arrêt? Déjà, ça attire mon attention. Je me dis, tiens, s'il a choisi cet arrêt, c'est qu'il doit avoir quand même un impact pratique pour les professionnels de l'immobilier. Et souvent, en quelques lignes, on comprend pourquoi c'est si important. Ok. Donc, on a vu un petit peu ce qui pouvait différencier, ce qui pouvait distinguer les très très bons avocats, on va dire, des autres. De la même manière, quelles
attitudes peuvent un petit peu vous déplaire? Enfin, pour vous, quels seraient les principaux points d'amélioration peut-être que vous pouvez déceler chez les avocats avec lesquels vous travaillez? Franchement, il n'y en a pas trop, parce que les avocats avec lesquels on travaille, ça se passe très bien. Oui, mais quelque chose qui pourrait peut-être être assez récurrent dans la profession sans que ce soit lié à... Alors, un moment, j'ai un avocat qui m'avait proposé, puis il a arrêté, je crois d'ailleurs, parce qu'il ne les reçoit plus, mais qui me faisait régulièrement un petit récap de tous les dossiers qu'il traitait pour nous. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément la vision globale, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Et ça, je trouve que en tout cas sur le principe, c'est très utile. Pour être honnête, j'ai pas souvent pris le temps, en tout cas, de vraiment les lire. Mais ça, je pense qu'il faudrait peut-être y réfléchir, parce que c'est pas mal de pouvoir... d'un seul coup d'œil, connaître à peu près à la fois le nombre de dossiers suivis par le cabinet, mais surtout un peu la nature des dossiers et l'avancement des dossiers quand on parle de contentieux. C'est important de savoir si le dossier avance, s'il avance pas, pourquoi. Oui, donc à la limite, vous ne regardiez pas à chaque fois, mais au moins vous savez que vous l'avez à disposition si vous avez besoin. Exactement, et en fait c'est vrai que il m'arrive souvent de devoir contacter l'avocat qui suit le dossier pour lui demander, tiens, tel recours, tel dossier, c'en est où? Parce que et si j'avais régulièrement un petit donc il faudrait petit peut-être update, une communication un peu plus récurrente sur l'avancée des dossiers, quoi. Ouais. Quand bien même vous ne le sollicitez pas, mais que ce soit fait Ouais. de manière proactive. Je pense que ça, puis ça montre qu'on suit les choses, quoi. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter, un message particulier à faire passer? Non, mais que vous pouvez continuer à m'inviter à Roland-Garros, bien sûr. Non, mais en fait, je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'ai le sentiment que le métier change un peu d'avocat. Enfin, c'est-à-dire que la relation client-avocat, je pense qu'elle est beaucoup plus collaborative qu'elle l'était auparavant. En tout cas, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai évolué, que maintenant que je suis directeur juridique, peut-être que c'est aussi... plus collaboratif, mais j'ai l'impression quand même la façon de travailler avec les avocats a un peu changé et que de plus en plus on va se tourner vers soit des cabinets de niche ou en tout cas des cabinets relativement modestes en taille, mais qui offrent la même qualité de service que des gros cabinets avec un coût et une disponibilité un peu meilleurs. En fait, j'ai en tête un certain nombre d'avocats qui ont quitté les grosses structures pour soit créer, soit rejoindre des structures taille un peu plus modeste. Et finalement, ils ont été super bien formés dans ces grosses structures. Et donc, ils offrent, je trouve, un niveau de service qui est vraiment intéressant. Ok, parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. Et puis bonne continuation chez Altaria. Merci à vous. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.fr. À bientôt.